De vive voix. De vive voix. Histoire de solidarité. Solidarité. En Ille-et-Vilaine. Je m'appelle Élodie, j'ai 36 ans, j'habite à Rennes. En toute transparence, je vais dévoiler cette histoire de harcèlement et de violence que mon ex-compagnon a pu avoir envers moi. Donc c'était en 2007, j'ai intégré une école d'agent d'escale commerciale à Nantes. Donc on était dans la même promotion, on a sympathisé, un bel homme, beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Moi je sortais d'une relation, donc je n'avais pas du tout envie de reprendre une relation avec un homme. Et voilà, on a sympathisé, et voilà, ensuite chacun a poursuivi son chemin. Et on s'est retrouvés après mon divorce en 2017, 10 ans après. On a repris contact sur les réseaux, par le fruit du hasard. On s'est revus, et puis on est sortis ensemble. La relation a été très passionnelle, très passionnée au début. On partait en week-end, on faisait pas mal de choses, mais je me suis vite rendu compte que c'était quelqu'un qui était assez possessif. Il a essayé de me mettre à l'écart de mes amis. En fait, j'ai ressenti beaucoup de jalousie et qui commençait à contrôler et pister mon téléphone. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas savoir, mes conversations avec mes amis, ma famille, qu'il a su. Donc j'ai compris qu'il avait mis sûrement une puce ou quelque chose dans mon téléphone. Ça a commencé au bout de 4-5 mois. La première fois où il y a eu des violences, ça a été... on est allé boire un verre avec des amis. Il est arrivé un peu tard et en fait alcoolisé. Et il a voulu danser avec moi. Il a voulu m'approprier devant tout le monde. Et je lui ai dit, il est hors de question, je suis pas ta propriété. Et vu ton état, je ne danserai pas avec toi. Donc je pense qu'il a été vexé. Il est parti. Je suis restée 1h30 avant de rentrer chez moi. Et en fait, j'ai eu plus de 60 appels en absence. Ça a été la première fois. Je me suis dit, oula, des messages assez durs. Des insultes, des propos par rapport à des hommes, de la jalousie, mais vraiment plus. Il est arrivé à mon appartement, il a sonné, je l'ai fait monter. Donc bien sûr, il était alcoolisé. Et il m'a agressé verbalement. Il a essayé de me pousser, je l'ai repoussé en lui disant « tu me touches pas ». Et en fait, il m'a plaqué au sol, il a essayé de m'étrangler. J'ai réussi à me relever, il me plaquait contre les murs en fait pour essayer de me violenter. J'ai réussi à ouvrir la porte de l'appartement. On est sur un palier où il y a 3 autres appartements. Il s'est passé 5 minutes avant que les voisins se disent il y a des bruits bizarres, un chien qui aboie. Donc ils l'ont fait sortir, ils l'ont descendu. J'habitais au premier étage à cette époque. Il est sorti, il a fracassé la porte d'entrée qui est un hall avec des baies vitrées sécurisées. Il a essayé de monter dans mon appartement via le balcon et il s'est pété le poignet. Voilà. Ça a été la première étape où je me suis dit il est prêt à tout. Le réveil le lendemain était compliqué parce que je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé ? Et par contre j'ai gardé ça pour moi. Ça veut dire que je ne l'ai pas communiqué à mes amis ou ma famille parce que je pense que j'en avais honte de ne pas avoir porté plainte. Il y a ça aussi. Il a réussi à m'embobiner entre guillemets, donc on est revenus ensemble. Accessoirement, il avait quand même un plâtre qui a duré 3 mois. Donc on a menti qu'il était tombé, parce que les gens se posaient la question. Donc voilà, j'ai commencé à mentir. Je prenais pas conscience que j'étais en danger, je voulais pas que les gens aient une mauvaise image de lui. J'ai réussi à, entre guillemets, lui pardonner, même si c'est dur à dire, parce que si je demande pas le pardon, je ne peux pas me reconstruire moi. Il a essayé de me critiquer dans ma façon d'être, de me faire perdre confiance en moi, essayer de me déstabiliser. Et il se pointait chez moi dès 2h du matin en sonnant à l'appartement. Il m'attendait au pied de chez moi. Mais ça m'a déclenché des tocs. Donc, ça veut dire que dès que je rentrais chez moi, je pouvais passer dans mon couloir 15, 20, 50 fois, je fermais la porte. Les sentiments étaient là, et puis je pense que j'avais aussi besoin de continuer. On se séparait, on revenait ensemble, séparés, on revenait ensemble. Il y avait une passion, enfin il y avait un lien. Et après, s'en est suivi une histoire qui a été particulière, c'est qu'on n'était plus ensemble et le soir de mon anniversaire, je bossais à l'agence, il m'a appelé 15 fois. Il m'a dit j'ai réservé un hôtel au terme de Saint-Malo, donc on va fêter ton anniversaire. Je lui ai dit on n'est plus ensemble et je fais ma soirée avec une amie. Et il m'a fait entre guillemets du chantage affectif, je vais me tuer. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais, mais c'est pas possible quoi, le soir de mon anniversaire, je peux pas avoir un drame sur ma conscience. Et donc je suis allée le voir et en fait je suis arrivée, il m'attendait au bar avec un cocktail, comme si de rien n'était.
On a mangé, on est revenu dans la chambre, il a essayé un rapprochement. J'ai dit, il est hors de question, je reste dormir parce que j'avais bu 2 verres et je pouvais pas reprendre la route. Il se passera rien. Là, de ce fait, il m'a balancé une télécommande de télévision d'une violence à distance très courte. Je l'ai repoussé, j'ai dit, mais t'es complètement malade. Donc là, j'ai commencé à mettre ma veste et je voulais partir. Et là, il m'a poursuivi dans la chambre, je me suis enfermée dans les toilettes. J'ai pas eu le temps de verrouiller qu'il a réouvert la porte et il m'a mis un coup de poing dans le nez, en fait. Il a mis sa veste et il est parti de la chambre. Et je suis sortie de la chambre après lui dans un état de peur et de terreur. J'ai pris mes papiers, j'avais pas ma carte vitale et je suis allée à l'hôpital parce que j'avais le nez en sang. J'ai les os du nez cassés et j'ai des bleus sur le corps. Ça a été violent mais ça aurait pu être pire en fait. Donc j'ai dû me mettre en arrêt de travail. Ça a été compliqué, j'ai alerté mes parents, j'ai porté plainte et le jour où il a su que j'ai porté plainte, il a essayé encore de me manipuler pour que j'enlève ma plainte. Et j'ai reporté plainte 2 fois parce que c'est plus possible. C'est compliqué d'en parler aujourd'hui parce qu'il a été très insistant, parce que ça pouvait plus durer, parce qu'il a eu des propos encore... J'ai eu encore des émotions parce que je pense qu'il y a des choses qui sont pas guéries. J'ai fait beaucoup de déni, donc j'ai pris conscience que j'avais été en danger à de nombreuses reprises. Mais je pense que c'est important pour sa reconstruction de dire les choses haut et fort, de le partager. Il y a des gens qui voudront pas entendre notre histoire, c'est certain, ou qui ne pourront pas comprendre pourquoi on a pu vivre ça, pourquoi on a pu accepter ça, mais ça fait partie du chemin. On est là pour arrêter ces situations et éviter d'arriver à des drames. Je m'appelle Jeanne, j'ai 36 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a maintenant 6 ans, tout juste. J'ai été victime de violences conjugales, c'est comme ça que je le qualifie, parce que pour moi, il y a des violences physiques et psychologiques, et aussi sexuelles. Alors moi, je le rencontre pendant un spectacle auquel on m'invite à participer sur scène. Et lui, il fait partie des gens qui dansent aussi sur cette scène. Je tombe sous son charme. Et l'été 2015, l'histoire commence et on se voit régulièrement. Dès le départ, on va dire que c'est une histoire assez intense. Et c'est quelqu'un qui répond à toutes mes espérances, on va dire, sur le plan sentimental, sur le plan affectif, sur mes goûts, sur plein de choses. C'est assez incroyable. Assez vite, il y a eu des signaux d'alerte assez forts et je les ai pas du tout vus, je les ai complètement occultés à l'époque. Et pourtant, ils étaient là dès les premiers mois. Ça peut être un maudit, ça peut être une manière, ça peut être arrivé en retard. Même arrivé en retard, il fallait que, même quand je le prévenais, je vais arriver à la station de métro avec 2 minutes de retard, c'était inacceptable en fait. Parce que soit je l'avais pas prévenu assez à l'avance, soit parce que j'avais dit 2 minutes alors que je suis arrivée 10 minutes en retard. Enfin voilà. En fait, je faisais jamais rien bien de toute façon. Et c'était tous les jours comme ça en fait. Je m'aperçois qu'au bout de 3 mois, il y avait déjà des choses qui étaient très compliquées et qu'il aurait fallu déjà partir en fait. Mais je sais pas, j'étais amoureuse et j'étais complètement éprise sentimentalement et psychologiquement assez vite par cette personne en fait. Au début, les premiers éléments arrivaient une fois de temps en temps. Et ça s'est accéléré quand je suis tombée enceinte. Ouais. Pourtant, avant, je voulais pas d'enfant, mais là, j'avais vraiment un énorme désir d'enfant et j'étais sur mon nuage, voilà. Et à l'époque, mes colocs étaient très étonnés que j'annonce que j'étais enceinte et que je veuille, du coup, rester avec cette personne. Mais personne, à l'époque, osait rien dire, je pense. Et puis, je savais, dans le fond, que c'était pas normal, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Mais je ne supportais pas l'idée de faire un enfant toute seule. Je maintenais l'histoire juste pour une raison de représentation sociale qui était très très importante. Quand j'étais enceinte, j'étais encore dans le déni total. Même s'il y avait des choses assez limites qui se sont passées, et de l'ordre psychologique où il me retournait complètement le cerveau. Mais il y avait toujours un moment donné où les choses revenaient à la normale, on se réconciliait, il était adorable, et puis 3 jours après. On va dire qu'il y avait un cycle de 3-4 jours, tout le temps, qui ne s'arrêtait jamais. On emménage en juin. Donc on va passer l'été ensemble et je vais accoucher en octobre. Et les choses s'avèrent assez compliquées. Hein. On se prend la tête dans la rue, on se prend la tête chez nous, on se prend la tête partout. J'ai beaucoup de crises de panique, de pleurs, de colère, alors que je suis enceinte, avec quelqu'un qui ne me rassure pas du tout. Enfin voilà, c'est très compliqué à gérer. Il avait des très fortes demandes aussi sexuelles tout le temps. Donc si je le satisfais pas sexuellement, il pète une durite, il est de mauvaise humeur. J'avais des relations sexuelles pour avoir la paix. Excusez-moi, mais des pénétrations anales non consenties, des choses sexuellement qui m'ont traumatisée, il y en a eu pas mal.
Pendant la maternité, je reviens sur un nuage. Je suis hyper heureuse, j'ai hâte d'accueillir le bébé. Et on rentre à la maison, après la maternité, après quelques jours à la maternité. Là, je suis encore sur mon nuage. Et d'un coup, tout s'arrête. Je m'occupe de mon bébé, puis j'étais en train de le mettre dans le transat, il me tire le bras, il me dit « ça suffit maintenant, faut apprendre à couper le cordon ». Et là, je sens que ça va pas aller du tout, en fait. S'ensuit des moments d'exclusion. Il m'oblige à aller dehors seul pour qu'il s'occupe seul du bébé. Il sort aussi, la nuit, c'est moi qui m'occupe tout le temps du bébé. J'ai l'impression de rentrer dans un tunnel. Là, les violences verbales sont très présentes. En fait, cette période d'1 mois après la naissance a été très, très riche en manque de respect, en maltraitance psychologique. Ça a été très, 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 très fort. En fait, les violences psychologiques étaient pour moi pas des preuves, une preuve que ça allait pas, c'était pas suffisant, parce que j'ai l'impression que c'était pas palpable, c'est complètement abstrait, quoi, c'est fantomatique. Et les violences physiques arrivent 1 mois après. J'ai mis du temps à me rappeler comment cette histoire a commencé. Je crois que j'ai essayé de lui expliquer comment c'était mieux de mettre un nouveau-né d'1 mois dans un porte-bébé Manduka. Et il a pas supporté que je lui explique. Je sors dehors me pleurer, me calmer. Je rentre et je vois qu'il prépare un biberon. Et là, je vois le bébé posé sur la table de la cuisine, au milieu des couverts, du repas du midi. Et là, je dis, mais tu peux pas mettre le bébé sur la table à manger comme ça. Et là, il me dit, là, il faut que tu te calmes, tu n'as pas le droit de prendre le bébé. Plusieurs fois, j'essaye de le prendre, il m'en empêche. Et j'essaye de passer la porte de la cuisine pour prendre le bébé. Et là, il me pousse, il me balance contre l'encadreur de porte. Et là, je sors en larmes, je hurle, je suis hyper mal. Et moi, je vois mon bébé dans son couffin qui est silencieux, il ne fait pas un bruit. En fait, moi, si je dis ça, c'est parce que si j'ai réagi, c'est juste quand j'ai vu le bébé être complètement tétanisé, à même pas 1 mois, je me suis dit, moi, c'est pas la vie que je vais lui donner, il faut réagir. C'est le bébé qui a été le déclic pour que je prenne la décision de partir. Donc je vais le lendemain voir mon médecin traitant faire une attestation. J'avais une énorme bosse sur le visage. Très vite, les bleus, j'ai tous les yeux qui sont bleutés des 2 côtés. Ça descend jusque sur les cernes, voilà. Moi, je savais pas ce qu'il fallait faire à l'époque, comment il fallait réagir, etc. En 2016, je suis désolée, mais on parle très peu finalement. Il y a des petites choses, mais c'est pas aussi populaire que maintenant en 2022, on va dire, certaines questions de l'ordre des violences conjugales ou comment gérer ça. Je commence à mettre de l'argent en liquide de côté, que je cache, mes papiers d'identité, tout ça est caché avec le certificat, plein de trucs comme ça, très importants. Et je commence à faire une pochette où le jour où je dois partir, tout est prêt. Et un matin, pendant qu'il va prendre sa douche, je prépare les affaires dans mon sac, en scred. Et là, j'ai dit, j'ai besoin de prendre l'air avec le bébé. Il veut pas. Et en fait, il se monte imposant, comme ça. Là, j'ai super peur, en fait. Et moi, je dis, moi aussi, il faut que je prenne l'air. Du coup, je prends l'air. Mais du coup, je suis sans mon fils. Je commence par aller à la PMI, voir une assistante sociale. Je lui explique tout. Et ensuite, je vais à la police, me renseigner comment ça se passe une plainte. Je suis pas hyper satisfaite des réponses, je crois. J'ai appelé ma cousine qui habitait pas très loin. J'ai appelé mon père. J'avais tout un plan. Donc là, il fallait que je retourne chercher mon bébé et que je réussisse à sortir sans qu'il se passe quelque chose. Ce dont j'avais extrêmement peur. J'ai réussi à trouver quelque chose et j'ai réussi à sortir avec le bébé. Mais j'ai cru que j'allais pas y arriver. Je suis partie dès le lendemain en Bretagne. Je me suis réfugiée chez mes parents avec un bébé d'à peine 2 mois. Quitter une situation comme ça, c'est très difficile. Et ne plus avoir peur de cette personne, c'est très difficile encore aujourd'hui. J'ai porté plainte. Et en fait, je suis allée voir des assistantes sociales dans les CEDAS, qui m'ont redirigée vers le CEDAD, CDAD. Et c'est là où j'ai rencontré une juriste qui m'a tout détaillé pour que je fasse les choses dans le bon ordre. Et c'est là aussi où j'ai rencontré l'avocate qui allait prendre en charge mon dossier pour le JAF. J'ai mis 3 ans à redevenir autonome, à quitter la maison de mes parents et à trouver un logement social. Le CEDAS m'a aidé. Finalement, le lien, c'est avec la PMI. C'est bien que la PMI soit dans ce genre d'endroit quand on a un petit bébé. Parce que franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Vous êtes victime ou témoin de violence? Plusieurs numéros d'urgence existent. Le 02 99 54 44 88, plateforme d'écoute de la SFAD, disponible à toute heure.
et le 3919, numéro national. Vous pouvez aussi demander de l'aide auprès d'un centre départemental d'action sociale. Il en existe 22 en Ille-et-Vilaine. Rendez-vous sur illevilaine.fr pour en savoir plus. De Vive Voix, le podcast du département d'Ille-et-Vilaine. À bientôt pour un nouvel épisode.